envie de vous raconter, pas forcément une histoire, mais si quand même un peu. C'est l'histoire d'un gamin qui se pose une question personnelle. Et cette question personnelle est en train de devenir petit à petit une question de société. C'est le lien entre l'alimentation et la sécurité. Et ce gamin, c'est moi. Je suis né en 1975 à Toulouse. 3 ans après le rapport du Club de Rome, établi par le couple Meadows, qui montrait pour la première fois les limites planétaires et le fait que, étant dans une planète finie, on ne peut pas continuer à penser l'économie qui s'affranchit justement des limites physiques. Alors évidemment, je n'avais pas tout ça en tête. Mais, dans les années 70, il y avait des séries télévisées, des dessins animés, qui étaient inspirés justement de ce rapport Meadows du Club de Rome. C'était Il était une fois l'homme, d'Albert Barillet, et Albator. Albator. C'était une série éminemment politique. Alors, mes grands-parents étaient agriculteurs sur les Cosses du Quercy, dans le Lot, sur une ferme diversifiée. Il y avait des brebis, des productions avicoles, des légumes, des céréales. Et je voyais que c'était une ferme autonome qui suffisait grandement à l'alimentation de la famille, voire au-delà. Et petit à petit, j'ai vu cette ferme, Loustal, abandonner les cultures nourricières pour arriver maintenant, à la mort de mes grands-parents, à une maison qui ne produit que de la menthe et du thym. Mais depuis petit, juste au niveau du jardin. Hein. Mais depuis petit, je mangeais toujours bien. Donc quand la ferme était productrice d'alimentation, je mangeais très bien. 20 ans après, je mangeais toujours bien. Et maintenant qu'il n'y a que du persil et du thym, je mange toujours bien. Et je me posais des questions en disant, voilà, comment ça se passe? Comment ça peut tenir? Donc en fait, j'ai choisi de faire des études de géographie, aménagement du territoire. Et mon premier travail, ça a été d'être conseiller en développement local dans une collectivité locale, après avoir installé des paysans. Et à cette même époque, le 1er janvier 2000, c'était ma décision du millénaire, je me suis engagé chez les sapeurs-pompiers. Donc j'ai embrassé le monde de la sécurité civile, sapeurs-pompiers volontaires. Et en 2003, j'apprends l'existence d'un système, pas connu du tout, le système des AMAP. Ce sont des consommateurs qui passent un contrat avec des producteurs, et ce sont les 3 piliers de l'expression devenue désuète du développement durable. Mais ça permet quand même de poser certaines choses. Le volet économie, écologie et lien social. Économie, les producteurs vendent leur production au prix minimum que ça leur coûte. La dépense du consommateur reste fixée sur le territoire, donc en fait ils vivent de leur métier. Le volet écologie, c'est le consommateur passe un contrat en lui disant « Ok, je t'achète à condition que ça soit bio ou que ça le devienne ». Donc en fait, il y a un accompagnement vers des productions plus respectueuses de l'environnement. Et le volet social, c'est-à-dire que bon, maintenant que je vis de mon métier, moi le producteur, je peux rester sur le territoire avec ma famille, faire travailler les services autour et tout ça. Et des liens entre consommateurs également, et entre consommateurs et producteurs. Et à cette époque-là, je voyais un 4e pilier. Un pilier que je n'osais pas forcément avancer, c'était le pilier de la sécurité. Pourquoi la sécurité? Tout simplement parce que 80% à peu près de notre nourriture est achetée en grande surface, même en milieu rural. Nous ne produisons plus notre nourriture à titre individuel, nous ne la stockons plus. Nos infrastructures nourricières, c'est-à-dire les paysans, à force de ne plus les faire travailler, ils ont disparu comme des muscles qu'on n'entretient plus. Il n'y a pas de stock dans les collectivités locales, les grandes surfaces n'ont que même pas 2 ou 3 jours de stock sans panique, et il n'y a pas de stock alimentaire stratégique d'État. Donc je m'étais dit, ce système des AMAP, en miniature, c'est quelque part ce qu'il faudrait arriver à faire au niveau plus large, au niveau de la restauration collective, au niveau de restauration d'entreprise, les cantines, tout ça, et la consommation, le reste de la consommation. C'est-à-dire créer des périmètres de sécurité alimentaire, partout.
Et ça m'est resté. Donc on a monté les premières AMAP du département de l'Aude en 2004, à l'époque où il y en avait très peu en France, avec des copains. Et on est arrivé à avoir des listes d'attente énormes. Et on ne trouvait pas de producteurs à mettre en face. Et en fait, je m'étais dit, mais c'est quelque part le contraire de ce que l'on observe dans notre système économique. D'habitude, il y a une concurrence entre producteurs, entre entreprises. Mais là, il y avait une concurrence entre consommateurs qui était pourtant organisée et solvable. Et là, je me disais quand même, et donc du coup, notre producteur, il a abandonné ces groupes de consommateurs de Toulouse pour venir nous fournir, nous, à Castelnaudary. Ces pauvres Toulousains, ils n'avaient plus rien. Et donc, je m'étais dit quand même, ces pauvres Toulousains, là, maintenant qu'ils ont... ils avaient enfin trouvé des producteurs pour les alimenter, et maintenant, c'est le rural qui commence à manger. Bon. Et là, je voyais que dans mon département, dans l'Aude, l'expression circuit court était combattue par un système économique et productiviste dominant. Le conseil général était contre également, donc je m'étais dit quand même, j'ai démontré en petit qu'on pouvait y arriver, qu'il y avait un débouché et que c'était bon pour la sécurité, mais eux, ils ne veulent pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, pendant un an, je me suis mis en scène et je me suis lancé pendant un an dans un défi personnel de ne consommer que des produits locaux, donc, issus d'un rayon de 150 km autour de Castelnaudary. Donc pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. Et en fait, c'était justement pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements, sachant que nos aires urbaines n'ont que 2% d'autonomie alimentaire, même en milieu rural, mais en même temps montrer des pistes d'action et de solutions. Donc ça a été extrêmement médiatisé. Le mot locavore est rentré dans le dictionnaire. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est mon expérience qui l'a popularisé. Je m'étais fait suivre par une conseillère en économie sociale et familiale qui a démontré que ça ne coûtait pas plus cher de manger local. Quand on cuisine, quand on a des produits frais de saison, c'est toujours moins cher. Je ne suis pas tombé malade. Pendant un an, on m'avait dit, tu vas t'anémier, tu n'auras plus de vitamines, tout ça. Mais les gens, ils pensent, obnubilés par le marketing, ils pensent que les vitamines ne se retrouvent que dans les bouteilles de jus qui sont survitaminées, mais après destruction des vitamines naturelles. Bon, ça ne veut pas que dans les fruits et légumes frais et de saison, c'est là où il y en a le plus. Et ma grand-mère, elle était horrifiée. Elle me dit, oh, je t'ai vu naître, je vais te voir mourir. Bon, mais voilà, s'imaginer qu'en diminuant mon rayon d'approvisionnement, je diminuais la quantité de nourriture dans l'assiette. Donc en fait, j'ai été invité par énormément de structures, des parents d'élèves, des partis politiques, des collectivités locales, des écoles, des lycées, et pour justement alerter. Mais en fait, on me demandait toujours le comment. Le comment. Comment je me débrouille? Est-ce que ça me coûte plus cher? Est-ce que j'ai toujours des amis? Parce que du coup, je devenais un peu lourd ou casse-couille, je veux dire, à force de demander toujours du local. Mais non, j'ai jamais vu autant de monde. Mais en fait, le pourquoi de ma démarche, c'est-à-dire le fait qu'on risque de se taper dessus si la perfusion alimentaire assurée par le balai des camions de la distribution connaissait une avarie. C'est pour ça que j'avais intitulé mon expérience de locavore, mangeons local, d'accord, mais c'était permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement, 2 points, une question d'ordre public. Et en fait, ça, on ne me l'a jamais demandé. Le pourquoi, non. Le comment, oui. En 2011, je suis élu conseiller général de l'Aude, sur le canton de Castelnaudary Nord. Ça n'avait plu parce que j'avais fait avant de promettre. Et j'avais montré qu'en fait, on pouvait faire rimer économie, écologie, lien social et sécurité. Et j'ai eu confirmation que chez mes collègues conseillers généraux, déjà les circuits courts, c'était déjà bien d'en parler, parce que jusque-là, ils étaient contre. Mais l'aspect sécurité, alors là, c'était un autre monde. Et donc, ni dans les services, pourtant, les services compétents, ils ne pensaient pas cette question de vulnérabilité. Donc, du coup, il y a 2 ans, je me suis dit, bon, je vais reprendre mes études. Et j'ai réalisé un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires à Cergy. Et pendant 3-4 mois, je me suis amusé à la machine à café, à demander aux intervenants, c'est-à-dire il y avait des préfets, des militaires, des professionnels des risques, des géographes ou autres, voilà,
la chose suivante. Est-ce que le fait de ne pas produire à côté de là où on consomme, à l'heure des cyberattaques, par exemple, des menaces de blocage des flux d'approvisionnement, avec des populations non préparées, avec une société devenue intolérante à la frustration, est-ce que ça, c'est vu comme un risque dans les endroits où, normalement, cette question se pose et se traite? Est-ce que le fait qu'on ait commencé par courir après la nourriture lorsqu'on était chasseur-cueilleur, après, on s'est posé, on a inventé, on l'a fait pousser autour de nous, ça a été au néolithique, on a inventé l'agriculture. Ensuite, pour sécuriser grandement les grains, on s'est organisé en communauté, c'est là où on a inventé les villages, et c'est là où l'espace est devenu territoire. C'est aussi là qu'on a grandement inventé la politique. Donc après qu'on ait couru après la nourriture, après qu'on l'ait fait pousser autour, après qu'on se soit regroupé, maintenant c'est la nourriture qui vient à nous, sans qu'on se demande le comment et le jusqu'à quand. Et si l'on regarde ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des mers, les consuls au Moyen-Âge, elle était exercée sur la base de 4 sécurités. La première, c'était lutter contre les envahisseurs, donc il fallait ériger et entretenir les remparts. La deuxième, c'était la sécurité sanitaire. C'était lutter contre, mettre en place un assainissement collectif, lutter contre les épidémies, tout ça. La troisième, c'était l'ordre public, sécurité intérieure. Et la quatrième, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Et l'aménagement du territoire autour était directement fléché. Et un historien que j'ai fait intervenir, un historien du Moyen-Âge, M. Larguier, je lui avais demandé, lors de mon bilan de mon année de locavore, de zoomer sur les révoltes frumentaires. Et il avait retrouvé, dans les archives de la ville de Narbonne, un arrêté municipal de 1720 à peu près, qui stipulait que sur certaines parcelles, il était interdit de planter de la vigne. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça reste toujours en grain. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient le souvenir collectif d'une disette qui s'était déroulée quelques années avant. Alors, c'était une organisation, une conscience des risques et une responsabilisation collective, donc politique, qui se rajoutait à une conscience et une responsabilisation individuelle. C'est-à-dire que chacun avait un petit bout de jardin. Donc en fait, cette addition-là, individuelle et collective, n'empêchait pas forcément les famines, mais au moins ça sauvait les meubles. Après arrive Napoléon. Il dit voilà, oula, moi les maires, je m'en méfie, c'est moi qui les nomme. Donc c'est à partir de là que le lien entre habitants et édiles locaux s'est distendu. Et ça a correspondu aussi à l'arrivée de l'exploitation, de la découverte de l'exploitation des énergies faciles, les énergies fossiles, charbon et pétrole, pour lesquelles Sapiens n'est pas fait, puisque ça s'est formé bien avant que Sapiens n'arrive. Et du coup, on s'est affranchi des limites espace-temps qui ont fait que nos territoires qui jusque-là étaient le support de notre subsistance, à partir de ce moment-là, on a fait venir la nourriture de loin, et c'est là que nos territoires se sont de plus en plus spécialisés. Et la spatialisation de nos territoires a été grandement repensée pour absorber le flux démographique, puisqu'on a pris énormément de population depuis cette époque-là. Arrive Mitterrand en 81, il dit, voilà, vous les maires, je redonne des pouvoirs, mais ce n'est pas pour autant que les maires, à partir de 81, qui sont quand même le reflet de la société, hein, je suis élu, je le sais, ce n'est pas pour autant qu'ils ont repris à bras-le-corps la question sur laquelle leurs ancêtres étaient légitimés. Non. Le foncier nourricier est resté la variable d'ajustement de toutes les autres politiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas, dans les documents de planification territoriale, que ce soit les SCOT, les PLU, il n'y a pas l'alimentation qui est prise en compte. Pourtant, on sait quantifier le nombre de crèches, on sait quantifier le nombre de zones commerciales, de théâtres, de piscines ou autres, mais là, la nourriture, non, on n'y pense pas. Donc, amenant tout cela, on m'a dit, ah ouais, ça a l'air d'être un sujet. J'ai dit, est-ce que dans le monde des risques, on pense la production? Et est-ce que dans le monde de la production, on pense le monde des risques? Et là, il me dit, ah ouais, ça c'est intéressant.
Donc du coup, j'ai été encadré par un ancien colonel de l'armée et par un géographe qui est directeur d'une collectivité locale, là, en aménagement du territoire. Ça intéressait également la division du renseignement de la gendarmerie nationale et également la zone de défense et de sécurité de Paris. Donc en fait, j'avais un encadrement pour bien montrer que la démarche était sérieuse et j'avais aussi donc des cautions institutionnelles qui faisaient que les gens que je suis allé interroger, eh bien, quelque part, ils m'ont répondu. Pour beaucoup. C'est-à-dire que j'ai eu plus de 50% de retour. C'est énorme. En fait, les résultats sont édifiants, réellement édifiants, au point que, oui, effectivement, on ne pense pas l'alimentation comme un risque dans nos pays développés qui ont toujours eu le ventre plein depuis longtemps. On ne pense l'alimentation que sur des excès, c'est-à-dire si on tombe malade, mais jamais sur un éventuel non-accès. Il n'y a pas d'aménagement alimentaire du territoire. Il n'y a pas non plus dans la loi agriculture et alimentation ce type de risque-là. Il n'y a pas non plus dans la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire non plus. Donc il est normal, donc logique dans cette logique-là, qu'il n'y ait pas dans les plans communaux de sauvegarde ce type de risque listé et qu'il est donc normal, quelque part logique, qu'il n'y ait pas dans les DICRIM, les documents d'information communaux sur les risques majeurs, ce type de risque. Puisqu'il n'est même pas pensé ni à titre individuel, ni au niveau politique, ni au niveau de la technostructure. Donc j'ai pointé tout ça, et les réponses que j'ai eues, donc venant de généraux, de colonels, de spécialistes des risques, des hauts fonctionnaires, de syndicats agricoles nationaux, la Fédération nationale des SAFER, des diététiciennes, nutritionnistes, historiens, géographes, en fait, oui, c'est un angle mort. L'alimentation territorialisée et la non-préparation des populations n'est pas vue comme un risque, parce que je suis passé par le continuum sécurité-défense. C'est-à-dire ce qu'il y a entre le vigile de supermarché et le sous-marin nucléaire lanceur d'engins. C'est-à-dire qu'ici, il y avait une rupture dans l'approvisionnement, le vigile serait débordé, qui ferait appel à la police municipale, qui serait débordé, qui ferait appel à la police nationale, qui serait débordé, qui ferait appel à la gendarmerie nationale, qui serait débordée, qui ferait appel au reste de l'armée, qui serait affaibli. Donc, ma conclusion, au vu de tous ces témoignages, c'est que ne pas produire à côté de là où on consomme, sans qu'il y ait de plan et sans avoir des populations préparées, c'est un risque pour la sécurité nationale. Ce qui a inspiré une sénatrice de la Haute-Garonne, Françoise Laborde, qui a porté ce sujet au Sénat. Et le résultat est que, oui, effectivement, c'est un risque qui est maintenant dorénavant identifié puisque le gouvernement a reconnu qu'il y a ce risque-là, justement à l'heure de la raréfaction du foncier, à l'heure du dérèglement climatique, à l'heure de l'hypersophistication des moyens d'approvisionnement. Donc en fait, cette petite question d'enfant, on peut la retrouver maintenant au niveau national et j'en ai profité pour monter des formations, donc entre parenthèses un diplôme universitaire sur les risques d'effondrement et les adaptations, et pour passer par l'économie sociale et familiale, parce qu'il est toujours bon, pour ouvrir les yeux, d'ouvrir les bouches. Et en tant que consommateur, on peut, à travers sa consommation fléchée, peut-être, sans forcément changer le monde, mais déjà changer ce territoire. Voilà, je vous remercie.